Alors, un dernier point sur les artefacts de Scrum ou concernant les artefacts de Scrum, qui doit permettre de les comprendre et peut-être de mieux les utiliser également. Quelques bonnes pratiques ou des outils qui permettent de bien comprendre les différents éléments qui composent les artefacts de Scrum. On parle très souvent que dans Scrum de user story. Alors les user stories, ça ne vient pas de Scrum, ça n'a jamais figuré dans le guide Scrum. Le guide Scrum a toujours fait référence à des items, à des éléments constitutifs du backlog. Les user stories, ça vient de l'extreme programming, ça a été inventé par Ron Jeffrey, qui est un des co-créateurs de l'extreme programming. Et une user story, c'est la description d'un besoin, d'un processus, d'une action, d'un flux d'informations qui est raconté par le product owner à l'équipe et reformulé par celle-ci, de préférence au travers d'un diagramme UML, mais l'équipe peut reformuler en langage naturel. Il doit y avoir forcément, dans le format user story, il doit forcément y avoir une reformulation de l'équipe. Hein. Qu'on utilise le format invest, ça, c'est pas très... On peut s'en passer, c'est pas obligatoire, c'est pas mal, ça marche plutôt bien, c'est un bon format. Par contre, qu'on n'utilise pas le modèle 3C, ça, c'est catastrophique. Qu'il n'y ait pas la confirmation, là, on n'est plus du tout dans des user stories. On est dans autre chose, mais on ne peut pas appeler ça une user story. Donc une user story, ce n'est pas un artefact de Scrum, c'est juste une pratique qui permet d'amener un élément du backlog de produit à un état ready. Ça a d'autres avantages, notamment quand on fait du test-driven development, c'est très facile de faire du cucumber à partir d'un formalisme de user story, puisqu'on est déjà sur une sémantique très proche qui permet d'avoir de la conception pilotée par les tests. Donc les user stories respectent le modèle 3C. Le modèle 3C, ça veut dire quoi? Alors pour en apprendre plus sur les user stories, sur le modèle 3C, avant de rentrer dedans, je vous invite vraiment à consulter le site de Ron Jeffrey, qui est le créateur des user stories. Ça vous permettra plusieurs choses, de savoir de quoi vous parlez et de comprendre de quoi vous parlez, et pas simplement de suivre bêtement une mode qui n'est pas forcément toujours de très bon augure et qui n'est pas forcément toujours une bonne application de ce qu'on peut faire avec une user story. Donc Ron Jeffrey a publié 2 articles sur les user stories en disant, en précisant dans ces 2 articles que vous avez ici à l'écran, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important dans un formalisme de user story, et pourquoi est-ce que certaines de ces déclarations ont été parfois mal comprises. Il a voulu clarifier vraiment le formalisme des user stories et la manière dont on s'en sert surtout. Le résumé de cette lecture que je vous invite à faire, il peut tenir sur cette page, c'est respecter le modèle 3C. C'est-à-dire, ça doit tenir sur un format carte, il doit y avoir une description de la user story qui tient sur un format carte de visite. Et Ron Jeffrey avait une bonne blague, c'était si la carte est trop petite, alors c'est que l'US n'est pas assez affiné. Cherchez pas à prendre une carte plus grande, cherchez pas à écrire plus petit, cherchez à affiner votre user story. Et si vous avez trop de choses à dire, que vous n'arrivez pas à le résumer simplement et facilement, c'est que vous n'avez pas encore assez affiné votre user story, retravaillez dessus. Deuxième C, ça signifie conversation. Il doit y avoir un échange entre le PO qui raconte l'histoire et l'équipe qui doit transformer cette histoire en quelque chose d'assimilable pour elle. Alors cette conversation, c'est vraiment un échange pour s'assurer qu'on comprend et qu'on va être capable de reformuler. Donc là, vraiment, reformuler, ce n'est pas une option. Et Ron Jeffrey insiste même sur ce point, la confirmation, c'est l'équipe qui amène la confirmation au product owner qu'elle a compris. C'est-à-dire que là, vraiment, elle reformule. Et là encore, une bonne pratique à utiliser, plutôt que d'utiliser un langage naturel. Si je travaille avec des Indiens, ils vont reformuler en indien, puis on me traduira en anglais ou en français, avec des Vietnamiens, etc. etc. Si l'équipe reformule en langage UML, je n'ai pas besoin de traducteur, je vais le comprendre, le langage UML. Si le PO va le comprendre, des stakeholders vont le comprendre.
C'est des diagrammes, c'est des schémas avec des flèches et on sait par où passent les éléments, on sait comment ils sont transformés, on a une idée des flux, on a une idée des transactions qui sont effectuées, des transitions, des différents états des objets qu'on peut manipuler. C'est extrêmement clair. Et ça crée de la documentation pour le produit. Et la documentation, une fois qu'elle est faite, on n'a plus à revenir dessus. Une fois que j'ai un diagramme UML, je peux direct faire du code. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir un diagramme UML qui soit correct, qui me permette d'avoir compris et de valider ce que je vais tester et comment je vais le tester. Ça, c'est le troisième C, la confirmation. C'est beaucoup plus efficace d'avoir ça que d'avoir des algorithmes et une palanquée de jeux de test décrits derrière. Le diagramme UML portera quasiment les mêmes informations de manière beaucoup plus visuelle. Donc le dernier C, c'est la confirmation. L'US doit permettre de s'assurer que l'incrément répondra bien aux besoins. C'est-à-dire qu'on doit avoir des critères d'acceptance, des jeux de test. Tout ça doit figurer dans une user story. Voilà, bon. Vraiment, visitez le blog de Ron Jeffrey, c'est très intéressant, c'est très instructif. Il y a quelques notes d'humour d'ailleurs, c'est agréable à lire. C'est en anglais, mais là encore, vous pouvez utiliser les outils de traduction de votre navigateur. Les user stories, on les décompose en tâches. La tâche, c'est la liste des actions à réaliser par l'équipe afin de mettre en œuvre une solution qui répond aux besoins décrits dans la user story. Une petite règle, chaque tâche doit être achevée à la fin d'une journée. Je ne vais pas créer une tâche en sachant pertinemment qu'il faudra 3 jours pour la réaliser. Ça c'est pas une bonne pratique, parce que je vais avoir des tâches qui vont rester dans mon backlog de sprint, affectées à la même personne pendant 1, 2, 3 jours, et on ne voit pas si ça avance vraiment ou pas, ou si la personne est bloquée ou pas. Il vaut mieux faire des tâches. Si on pense que c'est 2 jours, ben on fera partie 1, partie 2. C'est pas très grave. Mais si la partie 1 est finie au bout d'une journée, ben on peut penser que la partie 2 sera finie aussi au bout d'une journée. Ça donne de la visibilité sur l'état d'avancement jour après jour du sprint. Est-ce qu'on s'approche de l'objectif ou pas? Donc les tâches, elles ne sont pas affectées à l'équipe ni organisées entre elles, mais elles peuvent être estimées en termes de délai, de charge, de complexité, de ce qu'on veut. C'est l'équipe qui décide comment elle estime. Donc ces tâches, ça va vraiment permettre d'avoir décortiqué complètement les éléments du backlog de produits et de planifier l'activité du sprint. Une équipe peut estimer son activité en un certain nombre de points de complexité. On peut avoir des tâches très simples, moyennes, complexes, très complexes. Et ben, on affecte des points de complexité. Et puis on fait la somme des points de complexité, on a la complexité d'une user story. Et ben c'est comme ça qu'une équipe va pouvoir mesurer, par exemple, sa vélocité. Combien de points de complexité on arrive à traiter en un sprint? Là, on a une mesure empirique. Et on peut facilement identifier une tâche à l'autre, si elle est simple, compliquée ou très compliquée. J'ai jamais fait ce machin, c'est très compliqué. Un petit mot sur la transparence et le Scrum Master. Le Scrum Master doit travailler avec toutes les parties prenantes pour comprendre si les artefacts sont complètement transparents. Ça, c'est une déclaration du guide Scrum, et le guide précise il y a des pratiques pour faire face à une transparence incomplète. Le Scrum Master doit aider tout le monde à appliquer les pratiques les plus appropriées en l'absence d'une transparence incomplète. Un Scrum Master peut détecter une transparence incomplète en inspectant les artefacts, en identifiant certains usages récurrents et en écoutant attentivement ce qui est dit et en décelant les différences entre les résultats escomptés et réels. Alors, sur une formation Scrum Master, on revient en détail sur ce point-là, parce que c'est vraiment un point clé pour le Scrum Master. Ce qui est important là, dans une première étape, c'est de comprendre que tous nos artefacts doivent être transparents, et que le Scrum Master doit être très vigilant à la transparence de ces éléments, parce que c'est vraiment une bonne manière de s'assurer que tout le monde se comprend, qu'on a une communication fluide. La qualité de la communication dans un projet, c'est un facteur majeur de réussite du projet. Là, si vous avez un doute, je vous invite à aller consulter le Chaos Report qui est publié tous les ans par le Standish Group
et ils étudient les causes des échecs de dizaines de milliers de projets informatiques tous les ans. La communication, ça a très longtemps été un facteur majeur d'échec des projets. Enfin, dernier point sur cette partie, le Scrum Master et la transparence. La responsabilité du Scrum Master, ça consiste à travailler avec l'équipe Scrum et l'organisation afin d'accroître la transparence des artefacts. C'est encore une déclaration issue du guide Scrum. Et ce travail implique généralement l'apprentissage, la persuasion et le changement. Et cette transparence ne va pas se produire du jour au lendemain, c'est plutôt un chemin, ça va se faire progressivement. Donc, le Scrum Master, c'est pas quelqu'un qui est là de manière optionnelle. Il est juste là pour apprendre l'équipe à faire du Scrum, et puis quand l'équipe sait faire du Scrum, on n'a plus besoin de Scrum Master. C'est faux. Le Scrum Master, il a besoin d'être avec une équipe en permanence, même s'il n'est pas dédié à cette équipe, même s'il y a un Scrum Master pour 3, 4 ou 5 équipes, c'est une charge cohérente. Le Scrum Master va accompagner l'équipe pour l'aider à rendre ses artefacts de plus en plus transparents. Et comme il n'est pas impliqué dans l'opérationnel, c'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée qu'il soit développeur et Scrum Master, ça lui permet d'avoir du recul et ça lui permet de faire prendre conscience d'un manque de transparence à l'équipe. Et enfin, un mot sur les burn-down charts et la notion de vélocité. Ce sont des éléments qui permettent à l'équipe de s'organiser, d'avoir plus de visibilité sur sa capacité. Ce sont des éléments qui vont permettre aussi de suivre l'évolution d'un produit. Alors, il y a vraiment énormément de manières d'utiliser les burn-down charts, que ce soit les burn-down charts de produits, de release ou de sprint. On a plein de manières de les utiliser et ce n'est pas les seuls outils qui sont à la disposition d'une équipe Scrum pour donner de la transparence à leur activité, pour se donner déjà à eux-mêmes, et en premier lieu, c'est ce qui intéresse une équipe en premier, de la transparence. C'est pour avoir de la certitude quand ils font des estimations, quand ils s'engagent sur des sprints. C'est beaucoup plus agréable de s'engager sur une base empirique, c'est-à-dire sur une base de données qui sont des données factuelles, qui appartiennent à cette équipe, plutôt que de s'engager sur des hypothèses, sur des croyances. Ça, c'est pas du tout des approches empiriques. On peut s'engager à partir d'estimations, à partir de l'avis d'un expert. Ce que nous enseigne Scrum, c'est à faire de la prospective sur de l'empirisme, à prendre des engagements ou à essayer de voir où est-ce qu'on peut atterrir sur des bases factuelles. Donc les burn-down charts, ça sert principalement à ça. C'est pas un artefact de Scrum, c'est juste un moyen de suivre la progression vers les objectifs du sprint ou du projet, ou un moyen d'estimer la capacité de l'équipe à traiter un certain nombre d'éléments par sprint ou par release ou par jour même. Et enfin, c'est un moyen de donner de la transparence sur l'activité ou sur l'état d'avancement du sprint ou même du projet dans sa globalité. Mais ce n'est pas le seul moyen. Là, vous avez une illustration d'un burn-down chart de produit. Où on enchaîne là les sprints les uns après les autres, il y en a 11. Mais on peut aussi utiliser un cumulative flow diagram. Donc le cumulative flow diagram, ça vient du Kanban et du Lean Management. On mesure d'autres choses dans un cumulative flow diagram que dans un burn-down chart. Dans un burn-down chart, on va mesurer, si on regarde là, si on fait un petit focus sur la partie en haut à droite, sur ce burn-down chart, on a une première ligne qui est totalement rectiligne, qui est la ligne bleue, c'est le burn-down chart estimé. On est parti avec 30 points de complexité, et au bout de 11 sprints, on pense qu'on va arriver à 0. Donc là, c'est vraiment de la prospective à l'état brut, avant même de commencer le premier sprint. On n'a aucune donnée empirique, mais on sait qu'on n'a pas plus de budget pour financer un 12e sprint. Donc il faut idéalement arriver à terminer en 11 sprints maximum. On pense que c'est faisable, on a interrogé, si possible, l'équipe qui est pressentie, et grosso modo, ils se disent oui, faire ça en 11 sprints, ça nous paraît jouable. Très bien. C'est déjà une bonne base de travail.
Et puis après, on va comparer avec la réalité. Alors ici, on est arrivé à la fin des développements, donc on a la vision complète, mais imaginez qu'on soit au 4e sprint, la ligne rouge, elle s'arrêterait au 4e sprint. On ne verrait pas plus loin. Et on verrait à l'issue du 4e sprint plusieurs informations. C'est qu'on est au-dessus du bleu, incontestablement. Donc potentiellement, on ne finira pas en 11 sprints. Là, si on fait une projection sur cette courbe, elle nous amène beaucoup plus loin que 11 sprints. Par contre, il y a une autre information, c'est ce qu'on appelle la vélocité, c'est-à-dire la capacité de l'équipe à délivrer un certain nombre de points de complexité par sprint. Alors, on parle de points de complexité, mais on pourrait très bien mesurer ou parler de user story. On pourrait dire, le backlog de produits, on a 30 user stories, et à la fin des 11 sprints, on doit avoir fini les 30 user stories. Alors, déjà, ça, ce ne serait pas une bonne pratique, parce que ça voudrait dire que dès le départ, on a 30 user stories qui sont parfaitement ready. En général, on découvre ça au fur et à mesure des sprints en faisant des sessions de backlog refinement. Mais admettons ici que ce soit des story points. On a donc 30 story points et on voit qu'au tout début, l'équipe, elle produit entre 1, 2 et 3 story points par sprint. Il y a vraiment très très peu de complexité. Et puis le 4e sprint, on voit en fait qu'entre le 2e, 3e et 4e sprint, la vélocité de l'équipe, elle s'est accrue. Donc a priori, l'équipe, elle peut produire plus que 1 point de complexité ou 2 points de complexité par sprint. Alors dans un sprint normal, une équipe va en produire beaucoup plus que ça. Là, c'est juste pour l'exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette courbe, elle progresse. Et que, puisque cette courbe progresse, eh bien, le retard initial qu'a pris l'équipe parce qu'elle avait une faible vélocité va s'amenuiser. Et à l'issue du 4e sprint, on peut dire on est confiant. Si l'équipe, elle reste à 5 story points par sprint, bah, grosso modo, elle va boucler le développement du produit en moins de 11 sprints, ou en tout cas en moins des 7 sprints qui restent. On est confiant. Il n'y a pas besoin de s'adapter. Il n'y a pas besoin de dire est-ce qu'on révise nos ambitions, est-ce qu'au contraire on réduit les investissements parce que sinon on n'aura pas de rentabilité sur ce produit-là. Est-ce que carrément on arrête le projet et puis là on fait une croix sur tout ce qu'on a investi? C'est des décisions à prendre. Et ces décisions, il vaut mieux les prendre sur une base empirique plutôt que sur des prospectives plus ou moins fantaisistes, reposant sur des experts qui sont plus ou moins des experts. Eh bien, ce pari-là, qui est fait à l'issue du sprint 4, si on regarde sprint 5, sprint 6, sprint 5, on a peut-être une petite frayeur, la vélocité de l'équipe, elle baisse un peu, mais elle remonte après, et on voit que notre courbe, elle se rapproche du prévisionnel, elle redescend même en dessous, et l'équipe finit en 9 sprints, enfin le 10e ne sert qu'à faire un tout petit reliquat, on aurait même pu faire l'impasse sur le 10e sprint, pari gagné. Voilà à quoi sert un burn down chart de produit. On peut faire la même chose sur une release, sur un sprint. Alors, des burn down charts, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Là, le but, c'est vraiment de comprendre les fonctionnements de base. On verra par la suite comment est-ce qu'on peut détailler ces éléments-là. Mais c'est vraiment d'avoir une vision de base sur ces informations, sur ce burn down chart. Donc la vélocité de l'équipe, c'est un indicateur qui est utilisé dans le burn down chart. Comment est-ce que ça se calcule? Bien, c'est la vélocité, par exemple, quotidienne, elle se calcule en faisant la somme du nombre de points de complexité que les membres de l'équipe ont mis dans la colonne Down tous les jours lors du Daily Scrum. Hier, je m'étais engagé à faire ça, c'est fait, c'est fini. C'était 2 points de complexité, la vélocité plus 2. Deuxième participant, moi j'ai fait 3 points de complexité, paf, on est à 5 de vélocité.
etc., etc. Et on va calculer la vélocité comme ça tous les jours. Et on va voir si c'est stable, si ça augmente, si ça baisse. Ce qui est intéressant avec cette mesure, cette vélocité, alors on pourrait estimer aussi en jour-homme, hein, ce serait un peu plus compliqué ou un peu moins évident, on va dire. Mais ce qui est intéressant avec cette vélocité, c'est que l'équipe peut comparer sa vélocité, c'est-à-dire sa capacité à traiter un certain nombre de points de complexité, par rapport à ces changements de processus. Si une équipe, elle est partie premier sprint avec une moyenne quotidienne de 10 story points, et qu'elle change ses processus, elle cherche des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières de s'améliorer, d'être plus efficace, et elle se rend compte, deuxième sprint, on met en place des nouveaux process, la vélocité, elle monte à 12, 13 ou 14. Waouh! Bah, ça valait le coup de changer. Ça valait le coup de faire autrement. Si l'équipe, elle dit par exemple, voilà, on va faire un essai pendant un sprint, de se consacrer exclusivement à ce sprint, et de réduire les activités annexes qu'on peut avoir, de travailler sur d'autres projets, d'aller faire de l'avant-vente, d'être sollicité à droite à gauche, on se rend compte que le changement de vélocité est décuplé par rapport à l'effort. C'est-à-dire que la vélocité, par exemple, est multipliée par 3, alors que le temps de travail n'a été multiplié que par 2. On a une meilleure concentration de l'équipe, on a une meilleure cohésion de l'équipe, une meilleure collaboration de l'équipe. On a une équipe qui est plus focus sur un objectif de sprint et qui est moins dispersée, dont l'attention est moins diluée dans d'autres activités. Eh bien, on se rend compte qu'on a un gain supérieur à l'effort. Ça vaut le coup de l'industrialiser et d'en faire une pratique qu'on va déployer dans toutes les équipes et de se dire, il vaut mieux faire des projets peut-être plus courts, mobiliser les équipes moins longtemps et quand elles sont mobilisées, ne pas aller les démobiliser parce que on se dit, oui, c'est que une personne qui perd une demi-journée. Dans la réalité, cette personne, elle perd une demi-journée, certes, mais peut-être que si elle avait été là, elle aurait donné des conseils à ses collègues, elle aurait permis de solutionner des problèmes. Du coup, ses collègues prennent du retard, ils l'attendent, ils essayent de la joindre. Et tout ça, c'est du temps perdu qu'on a du mal à comptabiliser, qu'on comptabilise très rarement, quels que soient les outils annexes qu'on peut avoir de saisie, de pilotage de temps. Là, on a des indicateurs factuels. Donc cette vélocité, on peut la mesurer de manière quotidienne pour avoir une estimation de la capacité de l'équipe. C'est son estimation à elle. Il ne s'agit pas d'utiliser ça pour faire du management et du comparatif de vélocité d'une équipe à une autre. Ça aurait même pas de sens d'ailleurs. Mais c'est un indicateur pour l'équipe pour voir comment est-ce que, au travers de ces améliorations de processus, elle progresse ou pas. Est-ce que ces améliorations de processus lui amènent vraiment un confort ou pas? Est-ce qu'elle devient plus efficace ou pas? Eh bien, ça lui permet d'estimer si c'est intéressant de continuer à investir du temps, de l'effort et de l'énergie sur une amélioration de processus, ou si au contraire, non, ça n'apporte pas grand-chose, il vaut mieux passer très vite à autre chose, à un autre sujet. Il y a peut-être d'autres priorités sur lesquelles l'équipe peut travailler. Et puis quand on trouve une amélioration de processus qui est vraiment très bénéfique pour une équipe, pourquoi ne pas aller le suggérer à d'autres équipes, d'investiguer autour de ce sujet-là, et de voir est-ce qu'ils ont envie d'essayer d'autres manières d'appréhender la question, ou est-ce qu'ils ont envie d'appliquer exactement ce que cette équipe a appliqué. Et c'est comme ça qu'une organisation agile croît très rapidement ensemble. Les équipes les unes les autres s'aident, et ça c'est aussi un travail de Scrum Master qui doit véhiculer de l'information d'un Scrum Master à un autre, d'un Scrum Master vers des managers, de véhiculer des bonnes pratiques, d'aller évangéliser un certain nombre d'individus. Donc cette vélocité, on va aussi la mesurer à la fin d'un sprint. Ça va permettre à l'équipe de calculer sa vélocité par sprint. À la fin d'un sprint, elle aura d'ailleurs un double indicateur de vélocité. C'est la somme du nombre de points de complexité de toutes les tâches réalisées pendant le sprint. Ça, c'est ce qu'elle a produit.
Par exemple, elle a produit 30 points de complexité, c'est la somme de toutes les complexités de toutes les tâches réalisées par l'équipe. Mais si on regarde le nombre de user stories livrées réellement Dawn, peut-être que l'équipe n'a pas réussi à livrer toutes ces user stories ou tous ces éléments de backlog de sprint. Eh bien, on va regarder la complexité des éléments réellement livrés et la complexité réelle de ces éléments. Si on a découvert en cours de route des nouvelles tâches, on va additionner la complexité de l'ensemble pour mesurer, est-ce que notre estimation de complexité initiale de cette user story, elle était bonne ou pas bonne? Si on a découvert 5 tâches en cours de route, qu'on a rajouté 5 points de complexité, eh bien on peut se dire, cette user story, on l'avait estimée initialement à 13 points, en réalité, elle vaut 18 points. Eh bien, on va aller regarder, première chose, dans le backlog de produits, tout ce qu'on a estimé à 13 points, tout de suite, on peut le mettre à 18. On s'appuie sur l'empirisme. Deuxième chose qu'on peut faire à partir de cette information. Cette équipe, elle a fait 30 points de complexité au total, mais elle ne délivre que 25 points de complexité au travers de 2 user stories qui sont parfaitement finies. La troisième, elle n'est pas finie. Eh bien, ça, c'est sa capacité réelle. Le sprint suivant, elle sait que sur le sprint précédent, elle a pu délivrer 2 user stories pour 25 points de complexité. Donc là, elle peut s'engager sur 3 user stories à 8 points ou 2 user stories à 8 points et peut-être une à 13 points. Là, elle sera vraiment au maximum du risque qu'elle peut prendre. Mais si elle fait la somme de tous les points de complexité qu'elle est capable de produire, elle n'en a produit que 30. Donc aller au-delà de 30, ce serait là vraiment pas raisonnable. Entre 25 et 30, on est dans de la prise de risque raisonnable. Au-delà de 30, c'est extrêmement ambitieux. Il faudrait que l'équipe ait trouvé vraiment des processus très innovants pour justifier qu'elle accepte de s'engager sur un sprint avec plus que ces 3 user stories. Voilà ce qu'on peut faire avec la vélocité, voilà ce que ça peut apporter en termes de visibilité, de transparence. Donc on le voit bien, c'est principalement pour l'équipe. Et je le répète, aller faire des comparaisons d'une équipe à une autre avec les points de vélocité, ça n'a vraiment pas de sens, ça ne sert à rien du tout. D'autant que pour une équipe, un point de complexité va peut-être représenter 5 points de complexité pour une autre équipe. Parce qu'elles n'ont pas les mêmes manières d'estimer, parce qu'elles n'ont pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes individus, ce n'est pas les mêmes équipes, ce n'est pas les mêmes produits. Donc ça n'a vraiment aucun sens. En revanche, comparer la progression d'une équipe par rapport à elle-même, lors des premiers sprints, notre vélocité c'était 20, aujourd'hui c'est 40, et on peut objectivement dire, sur la base de données empiriques, que cette équipe a doublé sa capacité. Ben ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà ce que ces éléments peuvent apporter à une équipe en termes de confort et vraiment d'appui sur de l'empirisme.